La religion unit les hommes dans les mêmes dogmes. La politique les unit dans les mêmes principes et la philosophie les envoie en brousse. C'est ça aussi le développement de la société. Madame, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce jeudi 25 juin de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Nous vous savons très nombreux ce matin devant vos petits écrans pour nous suivre et nous en sommes très ravis. Tout au long des 2 heures à venir, nous allons vous entretenir dans le meilleur de l'information. Car, comme je le dis tous les matins, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, cartisard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Puisque nous sommes un jeudi, eh bien commençons en chanson. Et comme aimait le dire Shakespeare, que tu sois d'une chasteté transparente comme la glace, d'une pureté de neige, tu ne pourras jamais échapper à la calomnie. Bonjour Alain Diop, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Bonjour à tout le monde qui nous suit en ce moment. Bien dormi? Bien dormi, oui. Merci. Mangue Benachous, l'homme de Jacquerie, bonjour, bienvenue à vous également. Good morning, Steve, and good morning to everyone. How's it? Thank God we are fine. Et la famille aussi, tout le monde va bien? Everybody is fine, Steve. Même si parfois, de temps en temps, il y a des gens qui passent la majeure partie du temps dans la calomnie? Of course, that is part of human, nature. We cannot escape it, in as much as we live in this world. Toujours en train de bavarder. Calomny and all sorts of gossips, they would exist. Commérage et tout ce qui va avec également. Absolument. Mais on dit souvent que chacun est libre de dire ce qu'il pense, même si ce n'est pas juste. Mais il faut quand même dire, parce que c'est aussi ça l'être humain. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Mon beau-père aime souvent à dire que tu sais, la bouche, elle sert à quoi? À parler et surtout à manger. Et tout le temps d'ailleurs, les gens passent la majeure partie du temps à parler des autres. Tout de suite, et maintenant, mesdames, messieurs, voici l'information traitée par nos confrères de la presse écrite africaine, camerounaise et peut-être également internationale. La première partie en langue anglaise avec Mangue Vernachus. We begin our review of newspaper headlines this Thursday, 25th day of the month of June 2020, from the Guardian Post newspaper that says, Babaju Bamenda Road reinforces Ambazonians' clamor for a separate state. On page 3, the paper paints the deplorable state of the road that is being used as a weapon by separatists to push forward their independent agenda. Effects of COVID-19 pandemic, Enterprises Upgrading Office strategizes to boost resilience of businesses. And in the Northwest region, the paper on page 2 tells us that BIA approves the borrowing of 106 billion francs CFA to tar the Bamenda Ring Road. The Post Weekender opens with a focus at the Catholic University Institute of Boya, Saga, saying, Court annuls bishop's appointment. The paper points out that the Fako High Court cited the violation of the law in place. Joint reconstruction of villages, Minister Tassong entreats separatist fighters, and on page 10, Man of God reveals why pastors are dying. Then the paper equally tells us that in the University of Boya sacking story, the paper talks of the snares that promises legal battle to reinstate Professor Sango, who was sacked by a presidential decree from the University of Boya. Cameroon Tribune has their interest today with the social reinsertion of former fighters 18 months after the project was initiated by the President of the Republic. The paper tells us that close to 500 youths have benefited from the opportunities offered by the 3 centers in the Northwest, Southwest, and the Far North regions. And on page 3, the paper says it is working. On world peace, Cameroon Tribune on pages 7 to 9 refers to Paul Biya as an advocate of multilateralism, as he maintains that the option stands a better chance of resolving diverse conflict threatening peace and stability among countries of the world. Cameroon Insider, on their part, looks at the presidential reconstruction plan for the Northwest and Southwest region and says government softens ground for effective work to begin.
On COVID-19 pandemic, the paper informs us that over 16 million people already sensitized, and government says it will continue the effort even further. And on pages 8 to 9, we read of a Cameroonian who has been ranked among 40 best young lawyers in the United States. We take the Horizon newspaper that opens with Biya's Marshall Plan for the Northwest and Southwest region and talks of hopes, fears, and prospects as Tasong Njong Mission gets baptism of fire in Bamenda. Financial governance support project, Motaze satisfied with output and seeks to prevent accumulation of payment arrears. And in a corner, the paper says soldiers arrest a father of 3 for bearing the name Amber. Le Jour newspaper, talking of security alerts in Yaoundé, says a vast operation of roundups that has been launched in the capital city after the explosion of 2 cars in the city recently. Reconstructing the Northwest region, the paper on page 5 notes that it is a difficult mission for Paul Tasong. L'Economie newspaper, talking of locally made products, says we should take the Made in Cameroon beyond mere slogan in speeches, as thus was the major concern during the Economic Patriotic Day celebrated last June 23rd in Yaoundé. Le Messager newspaper tells us that UCAO is at the brink of collapsing as the general manager and some administrators are opposing an audit called for by the board of directors that has been prohibited by the Ministry of Agriculture and Rural Development. Le Pelican newspaper, talking about fighting COVID-19 pandemic, says after the head of state, the Minister of Public Health comes to the aid of health workers. And the paper equally tells us that Elekam denounces the hacking of their Facebook page recently by evil-minded individuals. For news out of Cameroon, we begin from Zimbabwe in East Africa with the Herald newspaper that says President Mnangagwa yesterday warned economic saboteurs that include organizations and persons who derived pleasure and profit from the suffering of the public that the government is now stepping in to end their shenanigans. He was speaking at the funeral of national hero Stanley Lenya. The New Times newspaper in Rwanda tells us that after years of spending billions of francs on seed imports, Rwanda now seems to be urging closer towards self-reliance in seed production. Going by the Ministry of Finance and Economic Planning, the country met its target of maize, wheat, and soybean seeds locally in the 2019-2020 fiscal year. In Kenya, the Daily Nation newspaper tells us that one key suspect in the 314 million shilling National Cereals and Produce Board maize scandal is missing, as MP John Wuloke and his co-accused stand in the dock today to be sentenced. The paper says they both face a possibility of going behind bars for 10 years maximum, and the MP losing his seat in parliament if jailed for more than 6 months. Missing in the dock will be the controversial businessman Jacob Juma, who was murdered in May 2016. In South Africa, the Sowetan Live newspaper tells us that South Africa's COVID-19 cases continue to climb at a rapid rate, with 5,688 cases reported in the past 24 hours. And the paper says this is not only the biggest single-day increase, but also the first time that more than 5,000 cases have been recorded in a single day. We end in Nigeria with the Guardian newspaper that tells us that the Minister of Communications and Digital Economy yesterday said the new Strategic Management Plan 2020-2024 by the Nigerian Communication Commission was a pedestal to drive the nation's digital economy vision. He was speaking during the virtual launching of the 5-year framework in Abuja. Steve, these are some of the information that we have
from Cameroon and some African countries. On a d'ailleurs eu une très belle image à la grande une de Sowetan Live ce matin, de personnes qui étaient en train de guetter d'ailleurs le malade à l'intérieur. Hein. Et pendant ce temps, le médecin était cagoulé jusqu'aux pieds. Et puis, il ne faut pas également oublier que depuis hier, du côté de l'Afrique du Sud, on va tester justement le vaccin sur 2000 personnes. C'est une grande première d'ailleurs, un vaccin contre le Covid-19. C'est une chose extraordinaire sur le continent africain, même si on sait pertinemment que l'aide vient justement de la Grande-Bretagne. En tout cas, tout à l'heure, vous allez nous expliquer pourquoi de Boast Weekender nous dit simplement qu'il y a un homme de Dieu qui sait pourquoi les pasteurs meurent. Apparemment, lui, il a des révélations. C'est extraordinaire d'ailleurs. Hein. Il va nous expliquer tout à l'heure. En tout cas, nous vous poserons la question. Allons-y cette fois-ci en langue française avec Alain Diok. Commençons par le quotidien Cameroun Tribune qui parlait justement de réinsertion des ex-combattants. On nous dit que ça marche. 18 mois après donc leur mise sur pied par le président de la République, près d'un demi-millier de jeunes ont déjà bénéficié des opportunités offertes par les 3 centres offerts dans le nord-ouest, le sud-ouest et même l'extrême nord du pays. À lire dans les colonnes du même journal, le Cameroun poursuit ses efforts sur la gouvernance financière, contrôle interne comptable, adoption d'une architecture informatique d'accompagnement des réformes, définition de l'ossature d'un compte numérique du Trésor. Voilà les premiers résultats obtenus 8 mois après le démarrage de la phase 2. Le quotidien Le Jour évoque l'alerte sécuritaire du côté de Yaoundé. Là-bas, selon le journal, une vaste opération de rafle vient d'être lancée dans la capitale politique après l'explosion de 2 engins dans la ville aux 7 collines. Camerco Air faillite, titre le quotidien Mutation, en parlant justement de la compagnie aérienne nationale qui est lourdement endettée et ne dispose d'aucun avion en capacité de voler. La compagnie aérienne nationale est en état de mort clinique, nous dit le journal. En tout cas, en page 9, la sonnette d'alarme du commissaire au compte de l'entreprise. Une autre crise, c'est du côté de l'UKO. Le quotidien Mutation nous apprend que l'entreprise est au bord de l'implosion. Selon le journal, le directeur général et certains administrateurs de l'Union centrale des sociétés agricoles de l'Ouest s'opposent à un audit prescrit par le conseil d'administration que vient d'interdire le Minader. Dans la production locale, sortir le Made in Cameroun des discours nous renseigne le quotidien de l'économie, et en tout cas qui parle de cette question qui était au cœur des préoccupations lors des journées du patriotisme économique qui a eu lieu donc le 23 juin du côté de Yaoundé à l'initiative du réseau parlementaire Espérance Jeunesse. Dans le journal, le plaidoyer du consortium Association Entrepreneurs Ingénieux de l'Afrique. Du côté du Gabon, le journal L'Union nous parle d'une plénière houleuse du côté de l'Assemblée nationale. Au milieu donc d'une vingtaine de textes, 21 au total, dont le collectif budgétaire soumis à leur examen pour l'adoption lors d'une séance plénière mardi. Les députés se sont donc étripés autour du vote de la dépénalisation de l'homosexualité, 48 voix pour, 24 contre 25 abstentions, contenues donc dans le projet de réforme du code pénal défendu par le Premier ministre en personne, nous dit le journal. Au Congo, les dépêches de Brazzaville parlent de promouvoir une justice adaptée à l'enfant pour les droits humains. Selon le journal, le Congo fait les efforts pour améliorer justement son cadre juridique relatif aux droits de l'enfant. Même si dans la pratique, quelques soucis sont notés, cet instrument est constitué d'outils solides selon un constat fait lors de la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain. À Air de Congo, le courrier de Kinshasa évoque le déconfinement progressif de la Gombe soumis à des préalables. En effet, selon le journal, les autorités congolaises ont fixé donc du 29 juin prochain le début du déconfinement progressif de la commune de la Gombe, considérée comme l'épicentre de la pandémie du coronavirus. Mais selon le compte rendu de la réunion présidée par le Premier ministre, ce déconfinement est soumis à des préalables. Corbeau News, le journal de la RCA, évoque l'arrivée massive des mercenaires russes du côté de Bangui. Selon le journal, depuis quelques jours, le palais impérial de Berongo accueille
discrètement de nouveaux pensionnaires. Il s'agit des mercenaires russes de la société de sécurité privée Wagner en provenance de la République du Soudan. Que se passe-t-il depuis la chute de l'ancien président soudanais Omar el-Béchir, se demande le journal. En France, le journal Le Monde parle du Covid-19 avec la course mondiale pour un vaccin. Selon le journal, les États-Unis, l'Europe et la Chine se livrent à une compétition acharnée pour développer un vaccin contre SARS-CoV-2, seule arme contre la pandémie du coronavirus. Le quotidien Le Figaro indique que le président Macron veut désamorcer les tensions concernant le chômage et les plans sociaux. À en croire le journal, le chef de l'État français a reçu mercredi le patronat et les syndicats du côté de l'Élysée afin de leur présenter justement les mesures arrêtées pour amortir le choc de la crise économique. Dans le journal catholique La Croix, nos confrères évoquent les femmes dans l'Église, un rôle à reconnaître, souvent envisagé sous le seul angle de l'ascension au ministère sacerdotal. La question de la place de la femme dans l'Église mérite une exploration plus large, nous dit le journal La Croix de ce jour. Terminons par le quotidien sportif, l'équipe qui s'intéresse justement au football du côté de Paris Saint-Germain. Selon le journal, Edinson Cavani a attendu vainement une offre du PSG dans l'espoir de signer un nouveau contrat au-delà de 2 mois proposés par Leonardo. Récit d'une liaison forte qui se termine mal, c'est à lire dans le quotidien sportif, l'équipe de ce jour. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce jour. Le reste c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux. On vous comprend parfaitement. On ne va pas également oublier que c'est votre club favori, le Paris Saint-Germain, mais il ne faut pas également oublier que de ce côté-là, lorsque vous arrivez, on ne veut pas vous laisser partir. Et maintenant, quand vous voulez partir, on ne veut pas que vous partiez. Finalement, on ne sait pas. Votre équipe... Oui, mais écoutez, la séparation est toujours triste. Ah non, quelle séparation est toujours triste. Neymar a voulu partir, vous avez dit non. Cavani a voulu partir, vous avez dit non. Oui, vous ne voulez pas. Maintenant, il vous demande 2 mois. Selon les objectifs fixés par l'équipe, on ne fait pas l'équipe. On ne fait pas partir un joueur par sous le fallacieux prétexte de le faire partir. Mais il y a des objectifs que le club se fixe. Finalement, Leonardo est revenu, on peut comprendre. Oui, il est revenu. Et donc, le maestro est là et il essaye d'organiser les choses. Oui, mais je vous dirais que pour avoir la Champions League, il va falloir du temps. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut plus... Non, je vous charrie juste, je sais que vous êtes un supporter du Paris Saint-Germain, je vous le souhaite en tout cas. Absolument. Moi je suis Marseillais. Bon, messieurs, jusqu'à preuve de contraire, c'est aujourd'hui que le quotidien national gabonais L'Union nous fait part de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale gabonaise, alors que c'est depuis avant-hier. Oui, mais absolument. Et puis ce qui est encore le plus choquant pour les internautes, et d'ailleurs pour tous les Africains depuis avant-hier d'ailleurs, il faut le préciser, depuis mardi, tout le monde est en colère contre le Gabon. Oui, absolument. Il fut un temps où certains faisaient croire que Ali Bongo Ndimba était un panafricaniste. Eh bien, je leur pose la question maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vais d'abord relever ce que, puisque depuis hier déjà, il fallait que le quotidien L'Union nous parle de cette affaire au Gabon. Mais il faut aussi comprendre... L'affaire de Gambia était aussi importante que c'était l'affaire de Gambia qui était la une du quotidien L'Union. Ne vous inquiétez pas. Je vais dire que vous connaissez aussi les problèmes de bouclage. Lorsqu'on boucle déjà un journal, même si il y a une autre actualité qui vient là après, ça peut d'abord attendre. Je vous rappelle que l'Union a pris 2 jours pour parler de Gambia. Oui. L'Union a pris... Non, il faut que je vous le dise. Laissez-moi vous donner l'occasion de vous dire je le sais. Mardi, il a parlé de Gambia. Mercredi, il a parlé également de Gambia. Absolument. Donc 2 jours durant, on doit comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas du tout. Oui, il y a une truc qui ne va pas. Et puis vous savez que c'était l'opération Mamba qui est l'opération anticorruption du côté du Gabon. Absolument. Mais ce que je veux relever, je parle aussi des problèmes mécaniques. C'est-à-dire que le problème du bouclage, de ceux qui ont fait la presse écrite en savent quelque chose. C'est-à-dire que lorsque vous bouclez un journal, il est difficile, même s'il y a une actualité brûlante qui arrive, qui tombe sur le champ, je ne suis pas sûr que vous pouvez encore reprendre ce journal. Donc c'est parfois très compliqué. Maintenant, moi ce que je relève, c'est que aujourd'hui, quand même, s'ils sont revenus sur la question, et je crois qu'il n'y a pas de nouveau dans le soleil. Ce qui est fait est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais vous devez savoir une chose simple, c'est que 48 députés ont voté pour, 24 ont voté contre. Et 25, abstention.
25 abstentions. Et sans vous mentir, hein, pendant ce temps, depuis hier, sur leur chaîne, hein, moi j'appelle ça comme ça, leur chaîne du côté de la France, elle a pris l'initiative d'en parler avec beaucoup d'amour. Hein. On a dépénalisé justement l'homosexualité. On a invité d'ailleurs un certain monsieur qui est le président, je sais pas, d'une association LGBT. Vous savez, quand on dit LGBT, c'est lesbienne, gay, et tout ce que vous connaissez. Tout ce que vous connaissez. Je ne veux pas j'ai même pas besoin de savoir. Steve, when I read this issue in Gabon, I was asking myself where we are actually leading to. You know, they are talking of close to 25 MPs who did not vote. 24, something like that, voted against. At the 25 to it gives close to 49. They would have cancelled the motion. But then what we tend to ask is, these members who represent the people, who do they represent? Do they represent the powers in place or the people who voted them into these houses? And I think when this issue of homosexuality started coming to Cameroon, to Africa gradually, I remember there is a saying that is often attributed, I don't know how authentic it is often attributed to the former president of Zimbabwe, the late President Robert Mugabe, who asked Obama to leave America, come to Zimbabwe, then he, Robert Mugabe, would marry him if he wants to promote homosexuality in Africa. There is this thing that we fail to understand. Africa has her own values. And in as much as we Africans refuse to accept that these values are the same, and in most cases, humanly thinking, beyond what the white man brings to us, we would keep on receiving this kind of, I call it rubbish, that we are receiving from like we have the case in Gabon. I don't see how human beings would tend to. Je vous dirais tout simplement que l'homosexualité est aux portes, hein, puisque si c'est déjà if we have it in Gabon, they will also convince our own MPs to also start talking of them. On commence à en parler au Cameroun également. Je crois qu'une avocate suisse est venue ici au Cameroun, Chachta Dissi Sahel, c'est son nom. Elle est venue pour cette affaire, pour justement la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun. Elle en a pris pour elle. Hein. Et je pense que... Je me rappelle même d'ailleurs que votre chaîne de télévision en France, elle avait pris l'initiative de faire un reportage d'ailleurs sur l'homosexualité au Cameroun. Et c'est là en ce moment on parle des droits de l'homme. Ah là, c'est en ce moment on parle des droits de l'homme. Voilà, bon, le Cameroun, ce n'est pas le pays des droits de l'homme parce que les lesbiennes, les gays, les transgenres ne font pas partie. C'est ce qu'on agite. La discrimination de la sexualité, je ne sais pas comment ils appellent ça. Mais justement parce que les gens partent du postulat de la discrimination pour y inclure une pratique qui, par exemple, au Cameroun, est interdite et prohibée par la loi. Donc, je crois que c'est juste une certaine manipulation de la loi. Un pays comme le Cameroun, l'homosexualité est interdite. L'homosexualité interdite, nous le savons pertinemment. Bon, dans ce moment-là, le Post Weekender nous faisait savoir ce matin, Mangue Vernachus, qu'il y a un homme de Dieu qui révèle pourquoi les pasteurs meurent. Steve, you know, recently... Il a le secret, il a eu la révélation. We call them men of God, you know, which means they have a particular... Dieu, ça va être compliqué. No, Steve, we have a particular impression that they have a kind of intimacy in communication with God more than normal, ordinary person. That's why they call them men of God, and we are men of the world. Steve, you know, recently we had... nous sommes les hommes du monde, c'est pas de souci. On va l'accepter comme ça. Of course. We have the recent death of the national president of the Apostolic Church in Kumba. He died over the weekend. And then, before then, we had the sudden death of Pastor Frank here in Douala. And circumstances surrounding their death has not been clear up till now. So, if this man of God is coming to reveal why these pastors are dying, then I think that our viewers can go to the Post Weekender juste une question avant que vous ne and read on page 10, yes? Une seule question. Les pasteurs ne meurent pas? Pastors are human beings. And people have been dying. So, I don't know why this particular concentration on Je voulais juste te poser la question, je voulais juste savoir. Steve, just last week we identified here that in less than 2 months, we had close to 29 lawyers who died in Cameroon within a period of 2 months. And since God has not revealed to these men of God why lawyers are dying, but he's talking about why pastors are dying, then I think that, well, they are pastors, men of God as well, so God knows why. Bon, pourquoi il pose pas la question? Il faut bien que Dieu lui dise pourquoi est-ce que les hommes meurent. That's another question. Why should people be dying generally? Not only pastors. Les pasteurs sont... Bon, déjà, il y a des avocats qui meurent. 25 avocats en quelques temps. 29 autant pour moi. Yes. En quelques temps. Il n'a pas demandé à Dieu pourquoi est-ce que ces avocats sont morts en ce moment-là. Here
had a revelation why pastors are dying. So I think that on page 10 of the post-weekend. Il y a parfois dans des familles des deuils dans une année, vous pouvez même pas imaginer, extraordinairement. Parfois j'ai vu dans des familles, moi j'ai vu dans ma famille, dans une année qu'on appelle l'année 2000, 12 personnes mourir comme ça. Et je me rappelle d'ailleurs que mon père et ma tante sont morts en l'espace de 5 jours. Alors il faut que les gens arrêtent souvent de dire des choses qui tiennent pas tellement. Et pendant ce temps, Alain Jock, j'ai aimé un titre ce matin, la grande une de mutation, Air Faillite, Camerco, Air Faillite. Camerco, Air Faillite, justement, parce que non seulement la compagnie nationale est endettée, oui, mais j'ai dit, c'est au bord de l'implosion, comme on a parlé du chaos tout à l'heure. C'est-à-dire, avec le messager. Oui, on ne comprend pas. Il y a eu le plan Boeing qui a été mis en place avant même que M. Dikoum n'arrive. C'était Nana Sanjon. On ne sait pas jusqu'ici c'est comment on a fait de ce plan. Maintenant, notre directeur général est arrivé. Toujours. Et puis, ce qui est encore grave, c'est que aucun avion, une compagnie aérienne, aucun avion, tous les avions sont coulés au sol. Mais on a l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont tapis dans l'ombre et qui aiment bien que ça ne marche pas, qui ont justement l'envie que Camerco ne décolle jamais. Non, il y a des personnes dans l'ombre. Il y a des personnes. Et d'abord, l'effectif même de Camerco. Vous ne pouvez pas être dans une entreprise où vous êtes peut-être à 700 personnes alors que la compagnie n'arrive même pas à faire des bénéfices. C'est incroyable. Ça ne se comprend pas. Comment ça? C'est impossible. Donc, je crois qu'une compagnie qui n'a pas d'ailleurs d'avion, en plus, à chaque moment, c'est un gouffre à sous de l'État. À chaque moment, il faut des millions, des milliards, il faut des milliards, toujours. Et Camerco n'arrive pas toujours à remonter la pente. C'est quand même très compliqué. Très compliqué, mais je sais pas, mais je vous ai dit, forcément, il y a quelqu'un quelque part qui veut pas que les choses marchent bien. Parce que quand on voit par exemple Air France revenir à pas de géant, justement après la crise de coronavirus, on lui ouvre les portes. C'est pourquoi? C'est pour quel intérêt? Steve, when the early years of secondary school, they used to present one country in East Africa as the poorest country. They used to tell you that when people were talking of malnutrition, they used to refer to the specimen from Ethiopia. Ethiopia used to be an icon of underdevelopment, an icon of malnutrition. Why I'm bringing this analogy is because what kills us in Cameroon is pride. Cameroon does not want to believe that we are unable to manage a simple airline. Look at Ethiopia today is coming back to be a reference in Africa when it comes to airlines because they accepted their weaknesses, worked on it. When you read the history of airlines in Cameroon, they tell us that late President Amadou Ahidjo decided to open Cameroon Airlines because it was a Cameroonian who managed an airliner in Africa. And he decided to say that, no, if a Cameroonian could manage Air Afrique, the airliner was Air Afrique. If a Cameroonian could manage Air Afrique, then Cameroon could have an airliner. And he initiated Cameroon Airlines. And from the onset, it was going. Later on, Cameroon Airlines changed to Cameco. And since the collapse of Cameroon Airlines, till today, Cameco has never given that pride. Pourtant, on sait pertinemment que l'État a injecté de l'argent dans cette entreprise. Each management always comes, money is pumped in, nothing. So I think that it is high time, not on. Steve, we have a parliament in Cameroon, we have a senate in Cameroon. Parliamentarians should take this, table it, and look at the problem. Let us dissolve it and say Cameroon does not have anything like airline until when we will have people who could manage it, because this is a source of, I call it a source of shame. Il fut un temps où Cameroun Airlines était appelé la 11e province. C'était la 11e province du Cameroun. Okay. Parce que quand on avait Cameroun Airlines, on savait pertinemment que c'était la 11e province du Cameroun. Of course, c'était la fierté d'ailleurs de notre pays. Et puis Steve, je suivais un expert dire que le Cameroun occupe une place stratégique dans l'aviation. Ils disent que quand vous êtes au Cameroun, vous avez 6 heures de temps pour arriver en France, vous avez 6 heures de temps pour arriver en Afrique du Sud. Il dit que le Cameroun est incontournable. C'est pour ça que vous voyez toutes les compagnies au Cameroun. Et ils disent que du côté de l'Éthiopie, c'est beaucoup plus en Amérique du Nord. Leur pôle, c'est l'Amérique du Nord. Ils sont beaucoup plus proches de l'Amérique du Nord. Mais par contre, le Cameroun ne sait pas. Donc, on ne comprend pas. Vous avez un pôle stratégique comme un pays qui a un pôle stratégique comme cela.
Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas justement à gérer les choses. Parce que il y a aussi un problème qu'il faut relever. On ne peut pas nous dire que tous les directeurs généraux qui sont passés, they were incompetent. Qu'ils sont incompétents. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout cela ne peut pas être des incompétents. D'ailleurs, quand on arrive à ce niveau, on ne peut pas justement parler d'incompétence aussi criable. Bon, messieurs, merci en tout cas d'avoir été là ce matin. Je vais retenir également la une du quotidien Le Jour ce matin. Le journal d'Aman Mena, alerte sécuritaire à Yaoundé. Une vaste opération de rafle vient d'être lancée d'ailleurs dans la capitale politique après l'explosion de 2 engins dans la ville. Opération de rafle. Et d'ailleurs, ces derniers jours, depuis hier d'ailleurs dans la nuit, il y a certaines personnes, je pense, qui n'ont pas dormi chez eux. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer dans les jours à venir. Merci d'avoir été là ce matin pour la revue de presse. Monsieur, je vous prie de passer une très bonne journée. On va se retrouver forcément demain pour une nouvelle édition de votre revue de presse. Mesdames, messieurs, vous avez bien compris. Tout de suite maintenant, voici le débat. Ils sont là les invités ce matin, malgré l'absence de quelques-uns. À ma gauche, Patient Parfendum, bonjour. Bonjour Steve, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur votre plateau qui devient un plateau de référence. C'est pas de la propagande comme on dit, mais c'est une réalité, ce sont les faits. Oui. Parce que nous sommes interpellés de gauche à droite par des Camerounais qui vous disent c'est le bon boulot que vous faites à la DBS, la matinale. Ouais, c'est une délectation matinale pour plusieurs Camerounais aujourd'hui, mais des Africains aussi, parce qu'on a des coups de fil qui viennent sur l'étranger. Oui, justement. Alors, je vais démarrer très rapidement. Je suis en tenue de chef, vous voyez, mais non, ça en fait, c'est des histoires de deuil. On est jeudi. Ouais. Alors, je démarre vraiment avec un violent coup de gueule que j'ai eu à partager avec certains depuis pratiquement 2 jours. C'est cette affaire de cette merde, de cette culture de caniveau que les Blancs veulent nous imposer et dont le Gabon a été un théâtre, un spectacle désolant dans cela des jours. On ne peut pas comprendre qu'en Afrique, avec tout ce que nous subissons vraiment de difficultés, de misère, de domination, de piétinement, qu'on ait le spectacle désolant qu'on a vu au Gabon. C'est-à-dire une assemblée qui se réunit sur l'insistance de la première dame, il faut le dire, Madame Sylvia Bongo, parce que ce vote avait déjà eu lieu à cette assemblée. Et l'assemblée a rejeté. On dit non, c'est pas possible. Pour l'instant, on ne veut pas. On ne peut pas dépénaliser l'homosexualité. Ils sont revenus à la charge après un tweet incendiaire de la première dame qui disait il faut laisser les gens tranquilles. Bon, première dame, Madame Sylvia Bongo, il faut la citer. Il faut laisser les gens vivre leur amour, c'est la vie privée des gens, les gens sont libres de s'aimer comme ils veulent, etc. etc. Il faut s'inscrire dans la modernité. Et paf, on est revenu avec le même projet de loi à l'Assemblée. Et cette fois-ci, vote à main levée. Il faut le souligner, vote à main levée. 48% ont voté pour, 24 ont voté contre, et 25 se sont abstenus. Alors, vous voyez, quand on vous dit que nous sommes dans la République bananière, vous ne pouvez pas croire. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Depuis le double accident cardiovasculaire de M. Ali Bongo, on voit bien que le Gabon est dirigé par une caste de gays qui ont décidé de forcer la main à tout le monde pour faire passer cette affaire-là. Le problème est d'abord dans la manière, mais aussi dans l'intention. Parce que vous savez, on peut dire ce qu'on peut dire, nous sommes des Bantous, le golfe de Guinée, tout à l'heure parlait de Cameroun, on a parlé par exemple, Alain Diop nous expliquait la position stratégique du Cameroun, qui fait du Cameroun une position géostratégique extrêmement importante. Mais elle n'est pas que valable sur le plan de la géostratégie, même sur le plan de la culture. Le Cameroun, par exemple, c'est une Afrique en miniature. Mais quand on parle de Cameroun, il faut voir l'Afrique centrale dans son ensemble. Oui. Laisser une merde, une culture de caniveau comme celle-là s'installer au Gabon, c'est la porte ouverte pour qu'elle puisse s'aimer complètement dans toute la sous-région Afrique centrale. Si la sous-région Afrique centrale est captive, n'est-ce pas, de cette régression sur le plan à la fois moral et humain,
je peux vous dire que l'Afrique sera très très mal partie. Maintenant, Ali Bongo, qui est, on ne sait pas, d'autres parlent qu'il est là, il n'est pas là, il a été devenu un légume, on ne sait pas très bien, lui-même il est maçon, il faut se le dire, on ne peut pas les dédouaner, mais cette accélération de ces événements pour pousser le Gabon à tomber enfin dans le giron des pays qui sont LGBT compatibles, pose un véritable problème de la gouvernance de nos États et de la légitimité de certaines décisions qui sont prises et qui vont impacter violemment dans la vie des gens. Donc, je pense que ce qui s'est passé au Gabon doit être dénoncé avec toute la vigueur que cela peut avoir. On espère que le Sénat n'ira pas dans le même sens que la Chambre basse en essayant de résister pour ne pas permettre que cette loi-là soit enfin validée. Pour une fois de plus, je conduis comme dire à Mme Sylvia Bongo et à toutes les femmes d'autres races qui viennent épouser nos fils et qui essaient de leur imposer vraiment ces pratiques de l'Occident d'une autre nature. Oui. Mais on n'oublie pas qu'Ali quand même, c'est le fils de la cour royale marocaine. Et au Maroc, dans cette cour royale, il s'est dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui sont passées entre ces enfants qui ont grandi dans cette cour royale et la manière dont ils se comportent aujourd'hui. Alors, je dis à Mme Sylvia Bongo, qui est l'une des rares premières dames qui a son jet privé, qui vit pratiquement à Londres, et qui vient de faire des leçons de morale aux Africains que nous sommes ici chez nous dans notre forêt. Je dis, madame, ça ne se passera pas comme ça. Vous trouverez des jeunes Africains qui vont vous affronter et qui vont contester votre volonté de domination, n'est-ce pas, de notre continent. Quand vous regardez aujourd'hui les conseils, n'est-ce pas, de cabinet de la présidence gabonaise, mais vous n'en revenez plus. Les 3/4 des membres sont constitués des étrangers. Quand je dis étrangers, ce n'est pas des Noirs qui ont pris la nationalité française. Je dis des Blancs. Quand vous regardez ce qui se passe, vous avez le maire de Libreville premier qui est un Libanais. Le premier responsable qui arrache pratiquement tous les marchés de travaux publics au Gabon, c'est un Maroco-Libanais, machin, etc., etc. Le Gabon n'appartient plus aux Gabonais. C'est c'est un kisk qui est en train de prendre forme au niveau du golfe de Guinée. Si nous ne faisons pas attention, si on ne continue pas avec ces dénonciations violentes, je peux vous dire que très, très, très rapidement, la métastase va gagner complètement tout cet espace-là. Et ça, c'est inadmissible. Merci pour votre coup de gueule ce matin. Dr Yamtiba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, M. Ngos, merci de m'avoir invité sur votre plateau une fois de plus. Messieurs, nous allons parler économie ce matin en attendant bien sûr que les autres invités nous rejoignent. Boari brandit le risque de dislocation de la CEDEAO en cas d'adoption unilatérale de l'ECO, cette monnaie que vous connaissez d'ailleurs, il faut le dire, créée par Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron, d'ailleurs imposée par ces deux, et bien par l'UEMOA. Et bien, selon, bien sûr, l'agence Ecofin qui rapporte d'ailleurs cette information, dans une rafale de tweets, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a clairement brandi le risque de dislocation de la CEDEAO en cas d'adoption prématurée de la monnaie ECO en remplacement du franc CFA par la zone UEMOA. Dans la série de tweets publiés ce mardi, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a clairement fustigé la volonté des pays membres de la zone UEMOA qui utilisent aujourd'hui le franc CFA de passer à l'ECO avant les autres membres de la CEDEAO. Il précise, voici ce sont ses termes, cela me donne un sentiment de malaise que la zone UEMOA souhaite reprendre l'ECO en remplacement de son franc CFA avant les autres États membres de la CEDEAO, a-t-il déclaré. Dans un tweet, signe d'un certain malentendu qui est en train de s'installer au sein de cet ensemble sous-régional, le président nigérian a pointé du doigt le manque de confiance qui prévaut dans le discours et surtout dans les discussions devant mener à une adoption commune de la nouvelle monnaie de la CEDEAO. Il est inquiétant, c'est lui qui le dit, qu'un peuple avec lequel nous souhaitons nous associer prenne des mesures importantes sans nous faire confiance pour la discussion. C'est indigné le président nigérian Muhammadu Buhari. Ces propos durs du président nigérian font suite à une demande formulée au mois de février dernier par son pays aux fins d'une prolongation du délai pour le lancement de la monnaie unique qui est l'ECO, selon bien sûr ce qui avait été prévu depuis les années 1960, tel que prévu par les présidents Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron en décembre 2019 à Abidjan.
La position du Nigeria sur l'écho est que les critères de convergence n'ont pas été remplis par la majorité des pays, avait alors argué Abuja. Le souhait n'a apparemment pas rencontré l'assentiment des dirigeants de la zone UEMOA qui, sous la houlette du président ivoirien, semblent ne pas vouloir faire marche arrière sur leur volonté d'adopter l'éco en remplacement du franc CFA. En principe, au cours du deuxième semestre de cette année 2020. Une initiative qui avait d'ailleurs soulevé les critiques des pays anglophones de la zone n'étant pas conforme aux décisions de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour l'adoption de l'éco comme nom d'une monnaie unique indépendante de la CEDEAO. Voilà ce qui est prévu. Une question d'indépendance sur laquelle Muhammadu Buhari semble clairement ne pas vouloir céder un pouce de terrain. Le Nigeria soutient pleinement et a attaché à une union monétaire dotée des fondamentaux appropriés, une union qui garantit la crédibilité, la durabilité, la prospérité et la souveraineté régionale entière. Mais nous devons faire les choses correctement et assurer le respect absolu des normes établies, a-t-il insisté dans un tweet. Brandissant également le spectre d'une dislocation de la CEDEAO en raison de ses désaccords relativement au passage à l'éco, Muhammadu Buhari prévient que nous ne pouvons pas nous ridiculiser en entrant dans une union pour se désintégrer potentiellement au plus tôt lorsque nous y entrons. Nous devons être clairs et sans équivoque sur notre position concernant ce processus, ajoutant que nous devons procéder avec prudence et respecter le processus convenu pour atteindre notre objectif collectif tout en nous traitant les uns les autres avec le plus grand respect. Sans cela, nos ambitions pour une union monétaire stratégique en tant que bloc de la CEDEAO pourraient très bien, être sérieusement menacées. Insistant sur le caractère stratégique de la nouvelle monnaie commune de cette sous-région, le président de la première économie d'Afrique, qui représente d'ailleurs à lui seul 70% du produit intérieur brut de la CEDEAO, déclare ouvertement avoir tellement misé sur ce projet pour laisser les choses à la simple convenance et à la commodité. Rappelons que selon une étude de l'institution, seul le Togo respecterait les exigences et critères principaux pour la mise en place d'une monnaie unique sous-régionale parmi les pays de la CEDEAO. Voilà donc le problème aujourd'hui. Dr Yam Timba, je vais me tourner vers vous. Quelle est votre réaction justement après la sortie du président nigérian Muhammadu Buhari à propos justement de l'éco? Lorsque vous avez affaire à des suppôts du néocolonialisme ou à des larbins, ce que Césaire appelle les larbins de l'ordre, vous assistez à ce genre de situation. Ce n'est pas quelque chose de fortuit. Ce qui s'est passé avec l'éco UEMOA, l'éco Ouattara, pour être plus précis, l'éco Ouattara-Macron, oui, c'est en réalité, c'est clairement une volonté. Il y avait deux choses. Diviser pour mieux régner, c'est le code noir de Colbert, que Macron applique tout simplement. Vous divisez la CEDEAO et vous la maintenez sous votre contrôle. Vous maintenez les pays de l'UEMOA sous le contrôle via l'éco, qui est le franc CFA version Ouattara et Macron. Et en protégeant ce marché-là via l'éco, vous mettez en difficulté un projet sous-régional et vous continuez à faire chanter le Nigeria via vos investissements directs étrangers. Il faut savoir que les trois pays dans lesquels la France investit le plus en Afrique, c'est le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie. Donc, le problème, et vous brisez une autre chose sur le plan géopolitique extrêmement importante, la montée en puissance du Nigeria, qui fait de la CEDEAO son aire d'influence politique et économique naturelle. Et vous cassez cela. Pourquoi ? Parce que le Nigeria semble, à vos yeux, avoir la même importance que l'Iran l'Iran a eu dans le Moyen-Orient. Oui. Et donc, la montée de puissance régionale comme celle-là, vous les cassez. Exactement comme la montée du Brésil sous Lula, vous l'avez cassé et vous avez fait installer un Bolsonaro qui est de l'extrême droite dure, qui va donc permettre que la montée en puissance du Brésil soit contrôlée, captée par l'Occident. Donc vous gérez en fait la montée en puissance, la montée en force de ces puissances régionales. C'est ça le principe. Parce que les exigences que le président Buhari pose en décembre 2019 étaient claires. Je vous les lis pour que ce ne soit pas
moi qui en parle. Aucun prélèvement et aucun dépôt au trésor français des devises des pays de la zone éco. On va vous dire, oui, mais l'éco, Ouattara, Macron, on a dit qu'on ne dépose plus rien. Alors que c'est quand même... Mais c'est pas ça le problème de fond. Et puis pas d'intermédiaire dans la convertibilité entre l'eco, l'euro et le dollar. Là, on commence à toucher des choses qu'ils ont dites déjà, puisque c'est eux qui assuraient la convertibilité. Là, il y avait d'ailleurs une parité qui était maintenue. Alors, la CEDEAO doit gérer elle-même l'éco de façon souveraine. On n'avait pas eu l'impression. Il en a d'ailleurs dit dans son tweet, dans ses tweets. L'éco doit être convertible avec toutes les monnaies du monde. Ce n'était pas le cas avec l'éco Macron-Ouattara. C'est converti avec l'euro. Et le reste, personne ne sait même si c'est une monnaie. Et l'éco devrait être imprimé en Afrique et non en France. Je vous rappelle que l'impression de l'éco, du franc CFA, représente près de la moitié des activités, autour de 45% des activités de la Banque de France. Ce n'est pas une activité que la France est prête à lâcher, que ce soit les billets ou les pièces. Cette activité représente pas loin de la moitié de l'activité d'impression de la Banque de France. L'éco, c'est quoi au fond? Mais d'abord, l'éco Ouattara-Macron est l'histoire d'un vol de propriété intellectuelle. Éco, dans le projet CEDEAO qui date de 1980, qui n'est donc pas un projet d'hier. C'est pas un projet d'hier, tout le monde le sait. ECO est simplement la contraction de ECOWAS, c'est-à-dire CEDEAO en anglais. Et ils ont cherché quelque chose de simple, et ils se sont dit, on appelle ECOWAS, donc on peut prendre ECO. ECO, simple à prononcer, facile à retenir. On peut prononcer ECO dans toutes les langues possibles. ECO, tout le monde peut prononcer ce mot-là. Donc ils ont retenu ECO qui vient de ECOWAS, en anglais pour CEDEAO. Alors, quand vous avez en face de vous des gens qui sont capables de voler même une chose aussi, ce qui paraît si simple, vous vous demandez à quel type de personne vous avez affaire, et ça peut justifier le malaise qu'exprime le président Bouhari. Mais en réalité, il faut savoir que aujourd'hui, il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien. La France, dans ce jeu trouble, pensait que les pays de l'UEMOA allaient, comme un seul homme, faire valider son éco Ouattara-Macron par leur parlement. Vous êtes au courant qu'il n'y a aucun pays qui s'est lancé. Jusqu'à aujourd'hui. Aucun pays. Pourquoi? Parce que les gens vous disent, mais nous faisons l'essentiel de notre commerce avec le Nigeria. Au nom de quoi? Est-ce que la France est devenue pour la plupart de ces pays peut-être le 6e ou le 7e partenaire commercial? Donc la France ne représente plus la priorité en termes économiques. Et il y a aujourd'hui une demande, un appel profond du peuple. Vous avez vu les jeunes, les artistes que vous avez montrés, mais tout le monde sait ce qui se passe tout le monde voit ce qui se passe en Afrique depuis 2014-2015 autour du franc CFA. Les gens, il y a une demande sociale de souveraineté qui est irrépressible. Vous ne pouvez pas réprimer cette demande-là éternellement. Mais vous avez quand même un pays qui s'appelle la France, qui pourrait regresser à la 23e ou à la 24e place mondiale, c'est-à-dire bien loin de la place qu'occupe le Nigeria aujourd'hui, si jamais elle perdait le franc CFA. Évidemment, vous ne pouvez pas être un pays qui est 23e ou 25e mondial et vous gardez votre place de pays ayant un droit de veto au Conseil de sécurité. Il y a énormément d'enjeux pour la France dans cette affaire, sans compter les 400 ou 500 milliards de dollars qui transitent par le compte d'opération chaque année et qui représentent, bon an, mal an, entre 25 et 35 milliards d'euros de bénéfices générés qui permettent de financer l'économie de la France. Justement. Je vous rappelle que 35 milliards d'euros, ça représente pas loin de 2% du PIB de la France. Et je vous rappelle que 500 milliards de cash qui tournent dans l'économie de la France représentent pratiquement un cinquième du PIB de la France. Si nous ajoutons à cela ce que rapportent les masques, les œuvres d'art exposées dans les musées français, vous avez la moitié de l'économie française qui est liée à l'Afrique de façon telle que si la France est coupée, elle tombe de 2800 milliards d'euros, 2800 milliards de dollars de PIB à moins de 1500. Et si la France tombe à moins de 1500, des pays comme l'Indonésie seront largement au-dessus de la France. C'est ça les enjeux. Et lorsqu'on a planté ces enjeux économiques et géopolitiques, vous comprenez pour quelles raisons, avec toute la brutalité, le manque d'élégance
et l'empressement et la fébrilité avec laquelle la France va faire adopter l'éco Ouattara sans consulter le Parlement ivoirien, sans consulter son propre Parlement et sans tenir compte de l'avis des autres partenaires de la Côte d'Ivoire dans le projet de l'éco. Il y a là des manières qui s'apparentent à quelque chose que nous ne pouvons que rapprocher de ce qu'on disait du Gabon tout à l'heure. C'est-à-dire c'est cavalier, ça manque d'élégance, c'est méprisant, mais il y a ce qu'on appelle la roue de l'histoire, vous ne l'arrêtez pas. Le Nigeria, aujourd'hui, en parité pouvoir d'achat, dans PPA, le nouveau mode de calcul des PIB qui a permis à tout le monde de se rendre compte que la Chine est devenue la première économie du monde depuis 2015 devant les États-Unis. En parité PPA, le Nigeria représente aujourd'hui près de 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars, c'est pratiquement, vous êtes autour de 45% du PIB de la France. La prise en main de la CEDEAO donne au Nigeria la possibilité, dans 10 ans, de se retrouver autour de 2000 milliards de dollars de PIB, pendant que la France sera largement en deçà de 1500. Mais vous ne pouvez rien, ils ont 250 millions d'habitants. La France n'en a que 60 millions, n'en a que 60. Vous ne pouvez rien parce que aujourd'hui, le Nigeria entre dans l'ère industrielle. Vous savez qu'ils produisent des voitures, justement, etc. Ils produisent même des hélicoptères, des chars. Le Nigeria entre dans une ère importante de diversification de son économie pendant longtemps qui a été plombée par la domination du pétrole. Et aujourd'hui, il y a une certaine diversification. Par une série de coups d'État également. Voilà, il y a également cette stabilité politique qui va apporter ça. Donc, au fond, je crois que cette dislocation de la zone CEDEAO, qui est réelle, c'est-à-dire que les Africains ne seraient pas des gens tempérés, modérés, qu'elle aurait été actée depuis que Ouattara et Macron ont fait leur cirque à Abidjan. Mais les autres sont... Vous voyez que le président Bouhari avance des critères techniques, là où une décision politique aurait dû être prise, mais la modération naturelle des Africains prend le pas et donne encore une chance au projet éco de la CEDEAO. Patient Parfum, donc jusqu'à preuve de contraire encore, il y a quelques temps, les gens disaient Alassane Dramane Ouattara, c'est un grand président. Il a conçu des routes, il a conçu des écoles, des universités. Finalement, quel est l'héritage qu'il va laisser à la Côte d'Ivoire s'il maintenait l'éco dans sa façon, dans cette façon, il faut le dire comme ça, avec Emmanuel Macron. Parce que comme on le dit souvent en marketing, en fait, la bouteille change, mais le produit reste le même. Ah bon, c'est pour rigoler un peu. On est en plein saison de pluie. Il y a eu une première pluie dernièrement en Côte d'Ivoire. Vous avez vu les inondations? Oui, les inondations qui ont ravagé derrière des maisons. Toutes les belles rues, les avenues. C'est chaque année. Hein. Depuis que Ouattara est au pouvoir, c'est chaque année qu'il y a des inondations. On nous a passé les oreilles sur le grand bâtisseur, mais tout ça est parti complètement en fumée. Bon. Donc les Ivoiriens appellent ce goudron le goudron biodégradable. C'est tout vous dire. Bon, c'est pour rentrer dans le sujet. Il a planté le décor. Il a vraiment mis les enjeux en réalité que nous avons par rapport à cette énième attaque de la France contre l'Afrique. Il faut faire attention, contre l'Afrique. Parce que vous imaginez, si nous avons par exemple un espace économique comme celle de l'UMOA qui fonctionne, qui n'est plus dépendant de l'Occident, de la France, et qui est une réussite, ça va donner... C'est ça la liberté, c'est ça. C'est comme ça qu'on arrache la souveraineté. Vous voyez la France en train de l'accepter? Non, elle l'acceptera jamais. Je le dis souvent, je reviens dans l'histoire. Je vous rappelle que les 3 pays du Maghreb suivants, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, avaient des accords monétaires avec la France, avec les francs français. Pour que ces gens-là puissent sortir de cette dépendance monétaire vis-à-vis de Paris, il a fallu des guerres et des milliers de morts. Pour que ces gens-là puissent se débarrasser des bases militaires françaises chez eux, il y a eu des guerres, il y a eu des morts. Le roi marocain a été déporté. L'Algérie jusqu'en 1962, avec les accords de Vienne, ça a été d'une violence. Je passe cette guerre-là. En Tunisie, c'était encore plus que violent. Pour que ces pays disent à la France, nous ne pouvons plus continuer d'accepter d'être dans une union monétaire avec vous, mais où c'est vous qui tenez les rênes de l'affaire. Jamais de la vie.
Si on dit aujourd'hui en comparaison un pays comme le Maroc avec l'ensemble des pays sous franc CFA, qui a le plus profité de sa liberté, de son autonomie, d'avoir sa propre monnaie? Il n'y a pas de match, on voit bien que c'est le Maroc. Donc je continue donc de dire et d'insister que ce qui se passe là, c'est une guerre que la France essaie de livrer au Nigeria pour ne pas donner la possibilité au Nigeria, comme tout à l'heure Yamble le disait, d'être en position justement de construire un espace économique viable, mais surtout un espace économique qui va faire, dont le Nigeria utilisera comme sa profondeur stratégique dans sa volonté de pouvoir, dans sa volonté de construction de puissance, je veux dire. Et sur le plan international, ça pose problème. Parce que vous ne voyez pas seulement la France. Il y a la complicité de tous les barons du monde de la finance internationale et de l'Occident, en premier. Il ne faut pas laisser l'Afrique voler de ses propres ailes. Ce chancelier allemand qui disait qu'il ne faut surtout pas laisser l'Afrique s'industrialiser. Helmut Kohl. Là, maintenant, il y a des balbutiements d'industrialisation du Nigeria qui sont avérés. Si cette tendance tend à se pérenniser et à prendre de la vigueur, pour la France, c'est un problème. Tout à l'heure, Yann parlait de cette volonté de M. Ouattara avec son copain Macron, en réalité, d'humilier l'Afrique une nouvelle fois. Mais la France ne fait que faire cela. Il y a un chef d'État qui est monté au pouvoir au Nigeria, qui n'a pas mis très long, je crois que c'est Yaradua. Oui, c'est mon nom. Yaradua. Première visite de ce chef d'État, c'était au Cameroun. Il est venu voir son frère au Molo. Le lendemain, il faut le préciser d'ailleurs. Il a dit, papa, au chef d'État camerounais, mais nous avons près de 2000 km de frontières. Cette histoire de Bakassi, c'est du menu fretin. Tout le long de cette frontière, nous pouvons installer des zones franches pour produire, et sur le plan agricole, sur le plan des échanges, sur le plan de l'exploitation, etc., et faire du pôle Niger-Cameroun un pôle important qui va jouer le rôle de pivot économique pour toute l'Afrique centrale. Dans tout le continent. Tout le continent. C'est sa proposition. Bon. Vous connaissez la suite. Il est rentré au Nigeria, le Cameroun n'a pas répondu, malheureusement, il est parti comme il est parti, on a loupé une opportunité. Et quand la France et l'Union européenne décident de lancer l'histoire des accords de partenariat économique, quels sont les pays qui sont ciblés? C'est le Cameroun. Bien sûr. Et le Bénin. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour mettre des portiques ouverts de tout ce qui viendra comme produit, souvent même fruits pour inonder le marché nigérian et casser la dynamique nigériane dans sa volonté d'industrialisation. Vous vous souvenez de M. Dangote, qui a crié au scandale en disant c'est très dangereux d'avoir un voisin comme le Bénin, parce que vous ne pouvez plus rien faire chez vous. Tout ce que vous essayez de produire, il y a la contrefaçon qui vient du Bénin et qui inonde le marché et qui casse complètement votre industrie naissante. C'est le rôle de la France. C'est le rôle de la France qui attaque le Nigeria sur plusieurs plans. Il attaque sur le plan politique en essayant de mettre son chien, son garçon de course Ouattara en attaque pour essayer de casser justement, d'invalider un projet mûrement pensé et qui commençait déjà à voir le jour avec cette affaire de l'éco, qui n'est pas le projet ni de Macron ni de Ouattara. Comme le projet initial, depuis les années 60, il faut même préciser. Pour noyer complètement, pour éventrer cette possibilité, pour eux c'est impossible que cela se passe comme ça. Donc il faut complètement dynamiter ce projet, cette proposition qui fera de l'Afrique, enfin, débarrasser, n'est-ce pas, de ce franc CFA, quelque chose qui va commencer à on parle même de l'implémentation justement de cet éco, en tout cas pour ce second trimestre, enfin ce second semestre de l'année 2020. Bon, vous voyez très bien. Donc, en même temps, vous avez du côté du Cameroun, et ça je dis à tous les districts de la zone Afrique centrale, oui. Il ne faut pas reproduire ce que Ouattara a fait, premièrement. Deuxièmement, nous avons intérêt à négocier aussi avec Abuja. Essayer de voir si on ne peut pas faire des périodes de transition pour que très rapidement,
si Abuja réussit enfin, parce que ça va être très difficile de le faire accepter à la France et à ces chiens de garde qui sont en Afrique de l'Ouest, mais si Abuja ne réussit pas à contenir les velléités séparatistes de M. Ouattara, appelons-le comme ça, pour que tout le monde comprenne, mais l'Afrique centrale lui ouvre les bras. Pourquoi pas l'Afrique centrale? Justement, ça devait être là ma question. Mais pourquoi pas l'Afrique centrale? L'Afrique centrale doit les pays de l'UEMOA évidemment leur ouvrir justement. surtout que j'entends sur tous les plateaux que en Afrique centrale, c'est décidé, nous avons des vrais panafricains, des vrais patriotes qui veulent en découdre avec le français. Mais c'est une opportunité. Je pense. On a jusqu'au 28. Apparemment, il y a un juin peu réagi. Je pense que la question, elle est en réalité, bon, enfin, les vrais panafricanistes, je crois que la question de fond n'est pas vraiment celle-là. Les gens peuvent déclarer ce qu'ils déclarent. Être panafricain, c'est pas ce que je déclare, c'est ce que je fais. Voilà, merci. Lorsque je fais adopter des lois qui dépénalisent la pédérastie et permettent que n'importe quoi soit fait dans mon pays, je suis pas panafricain. Parce que être panafricain, c'est être moulé dans le réarmement culturel qui fait que toutes vos actions et toutes votre attitudes sont dictées par nos valeurs traditionnelles africaines. Donc, maintenant, avec ça, nous n'avons pas besoin d'écouter les discours seulement, nous regardons ce que vous faites. Je parle d'attitude et de comportement, parce que là, on est sur les actes. Ce n'est pas seulement les discours. Les gens disent une chose et font absolument le contraire. Donc, je pense que il y a aujourd'hui, en réalité, sur le plan géopolitique et sur la poussée, je vous ai parlé tout à l'heure de la demande sociale de souveraineté. Très peu de jeunes Africains pensent que leurs pays sont capables de résister. Regardez l'assaut qui vient d'être fait dans le Gabon. Ce qui vient d'arriver au Gabon, là, c'est de la guerre. Et c'est un assaut. On frappe là où c'est fragile et ça permet d'entrer. C'est le principe du cheval de Troie. Une information qui a fait le tour du monde des médias français. Hein, bien sûr, parce que qui ont adoré, applaudi. C'est extraordinaire. Ce n'est pas gratuit. Maintenant, le Gabon est le pays des droits de l'homme. Ce n'est pas gratuit. C'est quelque chose qui était préparé. Oui. Ça fait partie des opérations de déstabilisation. On prépare une telle opération, on la conduit, et quand on a la chance d'avoir une sœur qui est au pouvoir, parce qu'en fait, c'est elle qui dirige le Gabon depuis que son mari est malade. Alors, on a une sœur qui est au pouvoir par effraction, parce qu'elle n'a pas été élue, même si l'autre a été élu frauduleusement, elle n'a pas été élue. Alors, de toutes les façons, quand je dis élu frauduleusement, c'est les services français qui l'ont dit, bien sûr, qui ont confirmé qu'il n'a jamais été élu. Voilà. Donc, alors, lorsque on a la sœur qui dirige, elle fait quoi? Mais elle fait appliquer le code noir. Et l'une des techniques de domination du code noir, c'était la pédérastie. C'était l'une des techniques utilisées pour dominer les hommes noirs, pour dominer tous ceux qui osaient lever la tête. Les choses, il faut que nous rentrions toujours dans l'histoire pour le comprendre. Sur le plan purement économique, messieurs, l'hypothèse que vient de soulever Ndom, mais c'est une hypothèse qui hérisse les poils de tout le monde à travers la planète. Pourquoi? Parce que si demain, vous réunissez l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et la CIMAC, et avec un peu de chance, la CEAC, vous êtes en train de réunir la zone dans laquelle on produit 30% de l'or mondial, la zone dans laquelle on produit près de 80% du tantalo-corbalite, c'est-à-dire le coltan, grâce auquel vous avez votre téléphone, ce micro, les ordinateurs et tout ce qui est là-bas, ils fonctionnent. Pas seulement, les satellites. Vous êtes en train de réunir une zone qui produit près de la moitié de l'uranium mondial, pratiquement 20% ou 25% du cuivre. Vous n'avez aucun câble d'électricité qui fonctionne sans cuivre. Vous êtes en train de réunir la zone qui produit 75 ou 80% du cacao mondial, près de la moitié du café, je crois 15 ou 20% du coton. Est-ce que vous imaginez ça? Vous voulez que je continue? Pas loin de 20% du pétrole, ou 10 à 15% du pétrole mondial. Vous voulez que je continue? C'est ça, les enjeux. Et il est inadmissible que certaines personnes, qui soient africaines, mettent des bâtons dans les roues à l'Afrique. Tout simplement parce qu'ils se sont laissés compromettre dans un certain nombre de choses et aujourd'hui pensent que c'est les Africains qui leur ont mis le pistolet sur la tempe. Vous avez accepté ces choses quand vous étiez jeunes, assumez-les. Nous tous, on aurait pu les accepter quand on était jeunes étudiants. Voilà. Pourquoi n'avoir pas accepté cela? Voilà. Parce qu'on avait, on avait ce réarmement culturel.
Oui. Et aujourd'hui, ce réarmement culturel doit être la norme. Dans tous nos programmes scolaires, il faut enseigner à nos jeunes c'est quoi nos valeurs culturelles. Ce n'est pas le civisme qui consiste à leur rabâcher la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pas ça. La Déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas un produit de notre culture. Ce n'est pas qu'on est venu consulter tous les anciens, tous les patriarches de chez nous pour constituer ça. Les gars avaient leurs problèmes et ils sont aboutis à cette conclusion-là. La nôtre, il faut aller la chercher auprès de nos patriarches, de nos gardiens des valeurs traditionnelles, et nous aurons donc la synthèse des problématiques historiques auxquelles nous avons été confrontés et qui nous ont amenés à cette situation. Vous liez le Cameroun et le Nigeria, vous produisez là la moitié des étudiants dans les filières scientifiques et de management qu'il y a aux États-Unis venant d'Afrique. C'est ça. La moitié des étudiants dans les filières scientifiques, médicales, de management venant d'Afrique. Vous disposez de 300 millions d'habitants tout de suite, parce que le Cameroun officiellement tournerait autour de 40 millions d'habitants. Enfin, je vais dire officieusement. Le Nigeria, on sait très bien qu'ils sont autour de 250 millions. Vous avez 300 millions d'habitants potentiellement, c'est l'équivalent de toute l'Union européenne. Ceux qui sont dans l'euro, la zone euro. Justement. Dans la zone euro, pas toute l'Europe, la zone euro. 300 millions d'habitants. Si vous y ajoutez la CEAC et toute la CEDEAO, vous êtes autour de 600 à 700 millions d'habitants. Vous êtes autour de 500 à 600 millions d'habitants. Parce que l'UEMOA, la CEDEAO, je crois que ça tourne autour de 400 millions d'habitants. La CEAC, vous êtes autour de la RDC à 100 millions d'habitants, l'Angola 40 millions, donc vous êtes autour de 200 millions d'habitants. Vous avez près de 600 millions d'habitants. Quand vous avez 600 millions de consommateurs, c'est toute l'Europe. C'est près de 2 fois les États-Unis. C'est 3 fois la Russie. C'est près de la moitié de la Chine ou de l'Inde. De quoi on parle? De quoi parlons-nous? De quoi sommes-nous en train de parler? En fait, nous avons pris l'habitude de ne pas parler avec les chiffres. Il faut parler avec les chiffres pour que les gens comprennent très bien quels sont les enjeux. Alors, quand vous avez 600 millions de personnes qui sont capables de constituer un marché à travers leurs 2 têtes de pont, oui. Mais il faut savoir que quand là, la tête de pont Afrique centrale, le Cameroun l'est, quand on est dans la CEMAC, mais quand on est dans la CEAC, la tête de pont, c'est la RDC. Dans la CEDEAO, la tête de pont, c'est le Nigeria. Quand on est dans l'UMOA, la tête de pont, c'est la Côte d'Ivoire. Lorsque vous avez cela, et vous comprenez tout l'enjeu de pourquoi il ne faut pas que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Parce que si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, il est clair que le soutien discret du Nigeria va se faire officiel et ce sera beaucoup plus facile. Vous savez que Gbagbo voulait créer sa monnaie. Oui. Donc, ce sera beaucoup plus facile pour la CEDEAO de s'unir. Alors, il faut tout faire pour que Gbagbo ne rentre pas. Peut-être que je ratisse large, mais ce sont ces éléments qui expliquent, sur le plan stratégique, pourquoi on est dans la situation actuelle. Et donc, il y a en même temps une ignorance terrible de l'impact pour un pays comme la France par les Français eux-mêmes. Depuis 2009, et de façon écrite, depuis 2011, ils peuvent aller voir ça sur Facebook, nous leur expliquons aux Français que sortir du franc CFA pour les Africains, qu'ils aient leur propre monnaie, leur permettra à eux, à elle, la France, de multiplier par 10 les volumes de transactions avec nous. Que veut la France? Avoir de quoi manger? Regardez la pauvreté qui gagne la France. Avoir de quoi manger ou simplement se gargariser de fait de dominer les Africains. Mais vous ne pouvez pas, le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort. Oui, mais... Il y a aujourd'hui une montée en Afrique qui est irrésistible. Quand vous regardez les problèmes de la CEDEAO, Oui. vous avez d'un côté des pays qui gèrent une monnaie, certains depuis 70 ans. Ghana, Nigeria, Gambie, Sierra Leone, Libéria. Ils gèrent leur monnaie depuis le Cap-Vert. Ils gèrent leur monnaie depuis une éternité. Et vous avez des gens qui n'ont jamais géré de monnaie, qui sont dans l'UEMOA, Ouattara, par exemple, et qui veulent être ceux qui discutent, qui parlent le plus fort quand on parle de la monnaie. Mais monsieur Ngos, je ne suis pas journaliste. Quand on parle du journalisme, vous m'écoutez ou je vous écoute? Vous m'écoutez. Je ne comprends pas cette inversion des valeurs. De l'autre côté, vous avez quand même un pays qui représente 70% du PIB d'une zone.
Vous avez vraiment le sentiment que ce pays-là doit commencer à suivre? Parce que la stratégie de la France, après la réunion qui a eu lieu entre les parlementaires français et des cadres du Trésor français et de la Banque de France, parce que les parlementaires avaient demandé qu'on leur explique un peu, mais c'est quoi cette affaire? C'est scandaleux de constater que le Parlement français ne sait même pas ce qu'on appelle le franc CFA. Donc l'explication qu'on leur a donnée, c'était que, en fait, on commence rapidement avec l'éco, ce qui permet de garantir la présence de la France, et puis les autres pays qui ne sont pas de l'UEMOA vont suivre progressivement, permettant donc à la France de contrôler ce nouvel instrument, donc de contrôler une zone dans laquelle il y a 400 millions d'habitants, de consommateurs, et avec l'un des chevaux de Troie de cette zone, c'est le Maroc, qui veut rentrer dans la CEDEAO, on ne sait pas quelle magie, alors que le Sahara occidental n'est pas libre. Il ne faut pas également oublier qu'il y a quelques années, le Maroc voulait entrer dans l'Union européenne. Et à la limite, il y a des dilettantes comme ça partout dans le monde, mais voilà. Le fond du problème, c'est que le Nigeria ne veut pas de l'éco, pour 2 raisons. La garantie de la convertibilité. Le Nigeria se demande mais pourquoi ils vont garantir notre convertibilité. La garantie de la convertibilité, c'est quoi? Mais en réalité, le fond du problème, c'est que c'est cette garantie qui permet donc à la France, vous n'avez pas besoin de déposer vos devises là-bas, elle permet à la France de contrôler les volumes monétaires qu'il y a chez vous, la création monétaire. Et donc, quelle capacité d'investissement vous avez, entre autres choses. Or, la capacité d'investissement, c'est elle qui est au cœur de votre capacité à développer votre pays. La Chine, grâce au fait qu'elle a sa monnaie, crée chaque année 240% de son PIB pour développer la Chine. Vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui. Le Cameroun a un vieux projet de rail pour développer le rail de 15 000 milliards de francs CFA. Depuis le premier DSC, avant le DSE, c'était quoi? DSRP ou je ne sais pas trop, 2003. Le Cameroun ne peut pas créer 15 000 milliards. Pourquoi? Parce que pour créer un franc CFA, il faut que le Cameroun ait l'accord de la France. Donc, au fond, pour que je vous garantisse la convertibilité de votre monnaie, je décide de la quantité de monnaie qui circule dans votre pays, donc de votre capacité d'investissement et donc de la vitesse et de l'envergure de votre développement. C'est ça que le Nigeria a compris en disant, mais c'est quoi cette affaire? J'ai toujours fait mes choses toute seule. Et puis subitement, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, je décide de la vitesse de ton développement, de l'envergure de ton développement. Et je décide même des partenaires que tu as. Parce qu'en plus, si tu vas aller acheter des choses dans des pays qui ne me plaisent pas, je n'accepte pas je n'accepte pas de gérer la convertibilité. Il y a quelque chose qui ne va pas. En termes de garantie, quel jour la France a-t-elle garanti le franc CFA? Jamais, aucun jour d'ailleurs. La seule fois où cela a été requis, c'était en 1994. On est plutôt arrivé à une dévaluation. Ce qui garantit, le compte d'opération a toujours été excédentaire. Et aujourd'hui, cet argent doit être utilisé pour développer l'Afrique, mais on ne le voit pas. Dans tous les cas, je crois que le Nigeria est dans sa position normale de puissance régionale et il faut que cette affirmation de l'Afrique continue, parce que quand vous regardez l'industrialisation de pays comme le Ghana, le Nigeria, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les pays comme le Cameroun continuent à importer des voitures autres alors que des voitures nigérianes ou ghanéennes ou ougandaises. On vous comprend parfaitement, Dr Yamb. Et pendant ce temps, la patience parfum, donc le franc CFA est-il devenu aujourd'hui un outil de division, ça il faut le dire comme ça, entre Africains et de leur domination par la France? Non, je pense que la France essaie de briser cette velléité des États africains, mais surtout des peuples africains, d'aller vers une souveraineté monétaire. C'est une tentative. Ils ont vu dans la proposition des pays d'Afrique de l'Ouest une tentative de s'affranchir de leur tutelle. C'est tout le problème. Donc à partir de ce moment-là, ils vont mettre en place des mécanismes, surtout comptant sur leurs hommes liges, comme M. Ouattara, pour essayer de complètement briser cette volonté-là. C'est ce qui se passe avec cette histoire de l'éco. Il n'y a rien d'autre que cela. Bon, quand les gens jubilaient sur vos plateaux en disant, mais oui, enfin c'est la fin du franc CFA, bon, je ne sais pas comment l'expliquer en français facile. En c'était pas sur mon plateau. C'est tellement idiot. C'est à la fois idiot et puéril. On comprenait justement ce que c'était. Oui, mais on a vu les gens encenser Ouattara, ça fait rire. Même mon fils ne pouvait pas le gruger de cette manière. Je dis non. C'est une lutte. L'Afrique est devenue un espace de combat. Ce n'est pas seulement par rapport aux États-Unis sur le plan géostratégique, quand on disait d'ici quelques années, 25% des approvisionnements de pétrole doivent provenir du Golfe de Guinée. Donc on est dans un espace qui est extrêmement important géopolitiquement. Mais sur le plan politique, au-delà de la France, il y a toute l'Europe qui tremble. Si un projet africain avait une souveraineté monétaire assumée par les Africains prend corps, ce n'est pas seulement la France qui sera en difficulté.
c'est toute l'Europe qui sera en difficulté. Il ne faut pas qu'on l'oublie non plus. Parce que la parité fixe, même avec l'eco, c'est une parité fixe entre cet éco-là et l'euro. Oui. Et qui bénéficie de tout ça? C'est l'Union européenne dans la large majorité. On a cité le cas du Maroc, comme cheveu de Troie. Le Maroc est très dangereux en termes de prospective politique pour les Africains. Très, très dangereux comme pays. Prenons le cas du Gabon. L'exploitation minière, c'est-à-dire de l'or, sont clairs au niveau de Haut-Ogooué, là-bas, du Gabon, est fait par les Marocains. Cet argent ne rentre pas dans le budget de l'État. On ne sait même pas ce qui se passe. On ne sait même pas ce qui se passe. La pointe d'Eni au Gabon appartient au roi du Maroc. Un Gabonais ne peut pas entrer là-bas sans l'autorisation du Maroc. Vous voyez comment des formes de recolonisation, à la fois sur le plan économique, sur le plan politique, mais aussi sur le plan symbolique, et c'est là où ça fait très mal, sont en train d'émerger de nouveau. D'où l'urgence pour les jeunes qui se battent, parce que c'est sur eux que je me tourne, de muscler davantage ces résistances et leur combat. Sinon, on aura toujours des gens qui vont, avec la poudre de parampempem, nous faire croire que oui, cette fois-ci, on a atteint, vraiment, on a fait le pacte atlantique qu'ils voulaient, bientôt c'est la fin de franc CFA, et nous allons aller vers les lendemains meilleurs. C'est faux! Et ça me fait rire. C'est là où je me dis, soit M. Macron est vraiment un Bénin, soit vraiment c'est un gamin. Je ne peux pas comprendre comment il peut rêver, même dans ses rêves les plus fous. Que le Nigeria, malgré son naira, nous-mêmes les Camerounais, on a incité le naira nigérien. À un moment donné, on disait pour acheter une baguette, il te faut une valise d'argent. Mais regardez, avec ce même naira, parce que les gens ils assument, n'est-ce pas, leurs responsabilités, le Nigeria est devenu la première économie de notre continent. Avec ce même naira. Alors, comment la France de M. Macron peut s'imaginer qu'ils vont faire une OPA, une amicale sur le Nigeria, et le Nigeria consentant, comme leur affidés, n'est-ce pas, de la zone franc, vont accepter d'aller à l'abattoir comme ça? C'est impossible. C'est pas possible. Donc, je pense qu'au-delà de cela, la France lance cette opération pour briser, justement, cette initiative qui devait... Et continuer à diviser, justement, les pays africains. Mais c'est en divisant qu'elle réussit à le faire. Mais surtout, par un mensonge, en donnant l'impression qu'il y a quelque chose... a disparu, alors que ce n'est pas le cas. Or, c'est faux. Le franc CFA va devenir plus vigoureux plus que jamais en essayant cette affaire, cette façon avec le co, de phagocyter au même moment et les économies des pays comme le Ghana, dont on cite toujours un exemple au niveau de la gestion de la monnaie, mais surtout l'éléphant que représente le Nigeria. C'est ça l'opération. Donc, il faut qu'on revienne à la base. Donc, incapables de le faire, au moins, ils essaient d'éventrer, n'est-ce pas, par exemple, ce complot avec Ouattara, l'initiative des pays d'Afrique de l'Ouest. D'où ils sont groupés, ces gars d'Afrique de l'Ouest, parce qu'ils ne comprennent pas. L'écho qui a été proposé par Macron, ce n'est pas la même chose sur laquelle ils ont discuté depuis des mois et des mois. Ils ne comprennent donc pas l'empressement de M. Ouattara d'aller dans cette direction avec des déclarations, donner l'impression que c'est tous les pays de la sous-région qui ont été en accord avec... Mais maintenant que dans la zone du UEMOA, personne n'est d'accord, ça signifie une chose simple, c'est qu'on ne verra pas la naissance de l'écho. Moi, je ne vois pas l'écho dans sa forme actuelle, la formulation qui a été présentée par M. Ouattara et M. Macron prend de corps. C'est déjà impossible. qu'il y a le Togo qui n'est pas d'accord. Mais c'est impossible. C'est un truc qui ne peut pas être viable. À moins que, comme d'habitude, que ce soit encore la politique de la canonnière qu'on impose à tous ces chefs d'État mal élus qui ne comprennent pas aujourd'hui les enjeux de l'heure. Regardez ce qui se passe au Mali. Mais prenez même un exemple. Regardez ce qui se passe au Mali. Tout simple. Pourquoi le Togo n'est pas d'accord? Regardez ce qui se passe au Mali. Parce que c'est un exemple typique. Pourquoi le Togo n'est pas d'accord? Vous savez que EcoBank, c'est une banque togolaise, même si la direction générale est au Nigeria. Oui. Vous savez qu'une grosse compagnie aérienne comme Askai, elle est togolaise. Oui. Un pays ayant de tels intérêts comprend mieux les enjeux et réagit plus promptement. Parce qu'il y a quand même un certain nombre d'hommes d'affaires qui estiment que la consolidation de la CEDEAO serait pour eux plus intéressante que tout le reste. Dans tous les cas, leur banque n'agit pas ailleurs. Et au-delà de ça, vous avez là-dedans des investisseurs sud-africains, qataris, qui comprennent tout l'enjeu qu'il y a pour eux à ce qu'une banque comme celle-là, la plus étendue en Afrique,
qui a Justement. la plus grande banque africaine, en tout cas la plus étendue, pas forcément en termes de dépôt, mais celle qui a la plus forte extension en termes de réseau, a plus intérêt à ce que cette zone-là soit unifiée. Quand vous avez de tels intérêts qui se mettent qui commencent à réagir et qui sont des intérêts privés, parce qu'en réalité, la boutade du Togo n'est pas portée par les politiques, c'est portée par les hommes d'affaires. Quand vous commencez à voir ce genre de choses, en réalité, ça vous donne le sourire le matin. Cela veut dire que le peuple commence à réagir. Le peuple, c'est pas seulement monsieur qui est dans la rue. Le peuple, c'est très souvent ses gros intérêts. D'ailleurs, c'est les seuls qu'on écoute. On n'écoute pas la maman qui est au bord de la rue, qui, elle, comprend certainement les enjeux en regardant la télé tous les jours, mais personne n'ira l'écouter. Ces grands intérêts commencent à dire non. Est-ce que vous pouvez imaginer que le premier producteur mondial de cacao n'est pas le premier producteur mondial de chocolat? Quelle est cette aberration-là? Or, ce qui se passe, c'est que vous avez aujourd'hui, dans la configuration totale de la CEDEAO, des investissements prévus dans le cadre de l'amélioration, parce que la réunion qui a eu lieu dernièrement, au cours de laquelle le président Bouhari, qui ont donné lieu à cette tweet-là, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été arrêtées, qui devraient faire évoluer le projet, et il ne comprend pas que l'UEMOA ait brûlé les étapes, ait volé le concept. Que la Côte d'Ivoire ait brûlé les étapes, ait volé le concept. Parce que jusqu'à preuve de contraire, il y a le Bénin, le Togo, ils ne sont pas d'accord. Qui ne sont pas d'accord. Ils l'expriment peut-être pas bruyamment, mais ils ne sont pas d'accord et les voix commencent à se lever. Je pense que le projet ira jusqu'à son terme. Comme toutes les grossesses, il peut y avoir des difficultés. Je crois que ça ira à son terme. Pourquoi? Il ira à son terme parce que, au fond, l'UEMOA ne pèse pas grand-chose face aux autres pays de l'Afrique, de la CEDEAO. Il y a tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut dire, tout ce que la France peut faire, c'est simplement un attachement à sa gloire passée qu'elle a perdue depuis très longtemps, mais qui peut être en réalité une opportunité pour elle de se faire de nouveaux amis et de vrais amis. Parce qu'aujourd'hui, la France se plaint tout le temps du sentiment anti-français en Afrique, mais il n'y a aucun Africain qui aime ou n'aime pas la France. La France, on s'en fout. La seule chose qui compte pour les Africains, c'est est-ce que les enfants mangent, est-ce qu'ils vont à l'école, est-ce que les rues sont goudronnées, est-ce qu'il y a des hôpitaux, est-ce que nous avons des musées, est-ce qu'on vit bien. C'est ça qui compte pour les Africains. Maintenant, que vous pensiez que vous êtes la plus belle fille du monde et que tout le monde doit vous regarder, nous les Africains, on s'en fout. Que vous croyez que vous êtes, je ne sais pas trop quoi, nous on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que vous ne nous mettez pas les bâtons dans les roues? Est-ce que vous pouvez travailler avec nous, coopérer avec nous pour que nos populations vivent mieux? C'est ça qui compte. Que la France sorte un peu de l'esclavage et de la colonisation et qu'elle accepte de parler qu'elle grandisse un peu et accepte de parler avec nous. Parce que, en fait, si vous permettez, la stratégie que nous constatons, qui est celle de maintenir un certain passé colonial, n'aide pas la France. Et je le dis toujours, chaque fois que je veux parler des relations entre la France et l'Afrique, la chose qui aiderait la France, c'est d'abord d'éviter un conflit avec un pays comme le Nigeria. Contrairement à ce qu'elle croit, un conflit frontal avec le Nigeria est extrêmement dangereux. Le harcèlement qu'elle est en train de faire au Nigeria, à travers ce que Ndom disait tout à l'heure, la gestion du Bénin, il y a quelques années, et aujourd'hui, son intrusion dans le projet ECO, ce harcèlement du Nigeria sur ses flancs sera de nature à pousser le Nigeria dans une direction qui va lui faire perdre totalement l'Afrique. Parce que si demain, la direction sera justement l'Afrique centrale? Ça, pas forcément. Si demain, le Nigeria réussit à restituer la CEDEAO dans le projet qui est le sien, il est clair qu'il y aura des restrictions non dites, pas forcément officielles, mais non dites, qui pourraient exclure la France. Et ce n'est pas forcément la bonne chose. Monsieur, ma dernière question pour sortir justement de ce débat. L'Afrique centrale va-t-elle sauver justement l'Afrique francophone en sortant du franc CFA d'ici quelques jours? Parce que nous sommes aujourd'hui le 25 juin. Plus que 3 jours précisément, parce qu'il est prévu normalement que le 28 juin 2020, depuis d'ailleurs les accords, c'est dans 3 jours. Non, mais vous savez, nous sommes au mois de juin. Fort opportunément, vous nous le rappelez. Vous savez que le 18 dernièrement, on a célébré un personnage en France. C'est le général de Gaulle. Tous les Français, tous les politiques français, de l'extrême droite à l'extrême gauche, venaient avec ce monsieur. Vous savez pourquoi? C'est ce monsieur, par un tour de passe-passe, qui a réussi à domestiquer un grenier aussi important
que l'Afrique francophone à travers le français en 1945. Donc, ne serait-ce que sur le plan de la symbolique, il va être très difficile de la France. J'ai écouté, tout à l'heure, on échange sûrement sur ces questions-là. Il sera très difficile pour la France de le comprendre. Pourquoi? Parce que la plupart de leurs décideurs politiques ont été formatés dans cet esprit-là. Il faut un déformatage de ce genre-là. Ça va être très compliqué, ça va être très pénible. Peut-être des générations futures, mais pas celles qui sont aux affaires pour l'instant. Pourquoi? Parce que justement, De Gaulle, par une filouterie qui ne dit pas son nom, alors que nous avons payé le prix le plus cher pour libérer la France, il faut le dire, plus de 17 000 hommes réunis en N'Djamena. Ça, c'est ce que la France dit, mais il y en avait plus. Bon, voilà. Plus de 17 000 hommes réunis en N'Djamena, parce que les troupes ne faisaient que s'amonceler. Mais comment ça s'agréger pour aller faire les batailles de Fashoda, de Birakem, repoussant Rommel, n'est-ce pas, dans les confins du désert. Mais il n'y avait pas que ça. Ils ont pris aussi, ils ont tapé sur notre trésorerie. Tout ce qu'on avait comme argent ici, ils ont tout pris, ils ont mis dans la guerre. Pire encore, le caoutchouc avec laquelle, je le dis souvent, les États-Unis ont fait plus de 5000 camions et puis plus de 300 000, 5 millions, je dis 5 millions, et plus de 300 000 avions, ça devait être chaussé. C'est le caoutchouc qui vient de Désanguet, de l'or, de Bétarois et Oya, du Mali, de la Centrafrique, etc., etc. Donc, ils se sont rendus compte que mais nous sommes dans un espace où on peut faire ce qu'on peut faire. Et si on lâche cet espace-là, notre puissance, parce que comment vous expliquer que la France, qui n'a pas gagné la guerre, en réalité, on l'a sauvé la France, n'est-ce pas, avec... Absolument, oui. Mais comment il se retrouve, cette France-là se retrouve au Conseil de sécurité? Vous n'avez jamais posé la question. Voilà quelqu'un qui avait été défait. Et donc on est venu au secours, et qui se retrouve bizarrement au Conseil de sécurité. Afrique francophone. Là, quand vous avez les grands trucs sur la forêt, sur le plan mondial, qui parle au nom de la forêt du bassin du Congo? C'est la France. Les questions de bois tropicaux, qui parle au nom de nos pays? C'est la France. On a vu une image un jour, M. Sarkozy s'est mis devant et il a mis tous les chefs d'État de l'Afrique francophone derrière lui, et c'est lui qui parlait des questions, n'est-ce pas, de la biodiversité, de la forêt tropicale africaine, etc. etc. Vous pensez que cette France-là, sur le plan politique, est prête à perdre tout cela parce qu'elle aurait écouté le discours de M. ou bien du mien? Non. C'est pour ça que je dis que la solution viendra de la volonté, de la pugnacité de la jeunesse africaine pour dire que maintenant c'est terminé. Quand je vous ai pris le pays du Maghreb tout à l'heure, ce n'est pas fortuit. Il faut absolument que nous allions dans ce sens. Pourquoi, cher ami? Parce que Yam l'a dit, et il a raison. Il faut expliquer au peuple français qu'elle a beaucoup plus à gagner dans une Afrique qui est dans un nouveau type de développement qu'avec l'Afrique actuelle. Parce qu'en réalité, quand on parle de ces pays, de ces problématiques, ce qu'on doit aussi dire, c'est que ne profite qu'il y en a une infime minorité, même en France. L'ensemble du peuple français, comme l'ensemble du peuple africain, sont dans cette misère-là, parce que ce n'est pas eux qui tirent, n'est-ce pas, les bénéfices de cette exploitation, de ce pillage, mais surtout de cette mainmise, oui, n'est-ce pas, de ces élites françaises sur nos économies. Donc, il faut aussi, en parlant sur le plan pédagogique, comme bien le fait, nous adresser au peuple français, nous adresser à la jeunesse européenne, en leur disant, nous avons besoin d'un nouveau type de rapport, parce qu'en nous libérant ici, vous allez vous libérer vous-même. Vous allez demander, vous serez en capacité de demander beaucoup plus de comptes à vos décideurs pour qu'ils vous expliquent comment un pays riche comme la France peut avoir autant de franges de la population qui croupissent dans la misère. Et parce que maintenant, pour sortir, vous verrez que si nous coupons complètement, il y a une césure par rapport à la pratique actuelle, je suis plus sûr que la France sera encore capable de continuer à donner des allocations aux gens qui ne travaillent pas. C'est en quelques secondes. Ce sera tout simplement, voilà, ce sera tout simplement plus possible. Nous sommes à la 75e année. Hein. Oui, je crois que le vieillard... Je crois que du 75e année. Du franc CFA, oui, mais nous sommes 80e anniversaire. 80e anniversaire de 27 août.
que nous allons célébrer, on ne peut pas laisser passer l'occasion. Pour dire à la France, c'est nous les Africains qui avons 75e anniversaire du franc CFA. Absolument. Je voudrais préciser qu'il y a des archives qui disent que il ne s'agit pas de 17 000 soldats. Il s'agit de 10 fois plus, près de 200 000 soldats africains qui sont allés libérer la France. Et ceux qui sont entrés dans Paris avec Leclerc sont partis de Douala ici. D'où la fête du 27 août 42. Ils sont partis ce jour-là de Douala. Bien sûr. Donc, il se trouve que je crois, et c'est peut-être à la France que je devrais m'adresser. Ne cherchez pas des problèmes au Nigeria. Cherchez pas des problèmes au Nigeria. Essayez plutôt et oubliez le passé colonial. Si les élites françaises ne le comprennent pas, ce n'est pas à elles de nous libérer. Je lui dis simplement qu'elles devraient le comprendre. Parce que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus le choix. Et quand un homme est dos au mur, il va au feu. Affronter. Et aujourd'hui, la jeunesse africaine a pour rôle, objectif, mission, Frantz Fanon le disait, c'est de pouvoir libérer l'Afrique. Et nous allons nous débarrasser du franc CFA, de l'OADA, des CIMA, de toutes ces choses qui ont été faites pour la France, pour pouvoir lire l'Afrique. Et après, nous leur montrerons que le meilleur partenaire qu'ils puissent avoir en Afrique, c'est le nationaliste pur et dur, qui ne réfléchit, qui n'agit, qui ne regarde, qui n'entend que les intérêts de son peuple. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir été là ce matin. Pasteur Pavedo, merci d'avoir été là. C'est moi qui vous dis merci. Je suis avec le chapeau de Goodluck Jonathan. Merci également à vous, docteur Yamtima, d'avoir été là ce matin. Je vous en prie. Mesdames, messieurs, tout de suite et maintenant, eh bien, voici le regard de l'expert. L'expert de ce jeudi, c'est Hervé Nana, il est directeur de publication de La Voix du Barman et président du Ciné de Boc Littoral. Bonjour et bienvenue à vous, monsieur Nana. Bonjour à vous et bonjour à vos milliers de téléspectateurs. Comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord. Actuellement, il y a une actualité, c'est sur le combat entre les droits d'auteur, il faut le dire comme ça, que payent les barman et sans oublier bien sûr les artistes. Parlez-nous un peu de cette bataille. Oui, effectivement, il existe une bataille actuellement entre les artistes, mais sauf que le ring sur lequel ils viennent combattre, c'est dans les bars. Parce que nous payons les droits d'auteur, parce que nous utilisons les œuvres de l'esprit quand vous arrivez dans un bar, on joue de la musique. Et quand nous payons ces droits d'auteur, on estime que c'est parce qu'on doit jouer de la musique. Et actuellement, il y a une association des artistes appelée Academ, qui descend maintenant sur le terrain pour récupérer les appareils sous prétexte que nous payons, nous utilisons les œuvres piratées. Nous ne comprenons pas en quoi est-ce que nous utilisons les œuvres piratées parce que quand nous payons les droits d'auteur, c'est pour jouer de la musique. Et aujourd'hui, vous comprenez avec le numérique et tout ce qui se passe, c'est que ces artistes mettent maintenant les musiques en ligne et pour les télécharger, nous payons la connexion et parfois on paye même ces musiques en ligne avant de les télécharger. Donc on ne voit pas en quoi est-ce que la piraterie intervient dessus. Ils descendent sur le terrain comme ça pour ramasser les appareils des exploitants et des villes de boissons. Et nous, on a saisi monsieur le préfet pour cette arnaque-là. Ces droits d'auteur, vous les payez à qui? Nous payons les droits d'auteur à la Sonacam, qui est la société civile agréée par le ministère de la Culture. Oui. Donc nous payons les droits d'auteur à la Sonacam. Et quand on ressaisit nos appareils, nous, on est surpris que la Sonacam nous dit d'aller récupérer nous-mêmes nos appareils auprès de l'Acadème. On ne comprend pas, ce sont toujours les artistes. Academ, c'est l'association des artistes. Sonacam, c'est la société civile des droits d'auteur, chez qui nous payons nos droits d'auteur. Les deux sont reconnus? Ils sont reconnus. C'est la Sonacam qui est reconnue. C'est la Sonacam qui est reconnue, mais l'Academ, c'est une association. Elle dit lutter contre la piraterie. Donc, nous, on ne comprend pas en quoi est-ce que nous piratons la musique. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que nous payons les droits d'auteur pour jouer la musique. Oui. Nous payons également cette musique-là. Nous la téléchargeons en ligne aujourd'hui parce que les supports CD, c'est déjà 18. Obsolète, oui. Voilà. Donc maintenant, on utilise plutôt, on télécharge les musiques en ligne et on les stocke dans les ordinateurs, les machines pour jouer au quotidien chez nous. Et pour télécharger une musique en ligne, il faut payer. Il faut payer la connexion. Parfois, vous arrivez sur YouTube, on vous demande, il faut payer également. Quand vous téléchargez, c'est pour jouer. Et que un groupe d'artistes se réunit pour dire que non, on ne doit plus jouer ça, on doit payer les CD d'origine. Et quand vous regardez les CD qu'ils vous proposent,
Sincèrement, c'est même pas d'origine, ne vous inquiétez pas, nous sommes au courant. Voilà, c'est même pas d'origine. Et non, même ça, c'est des CD des artistes que si vous mettez dans votre point de vente, ça va vous chasser la clientèle. Aujourd'hui, quand vous êtes assis dans un point de vente et que vous voulez suivre de la musique, vous voulez suivre de l'actualité, les dernières musiques, les nouveautés et tout ça. Ils n'ont pas ces CD. On leur dit, ok, sortez-nous le CD, par exemple. Donnez-moi le CD d'Avero Jazz. Ils n'en ont pas. Donnez-moi le CD de Salatien, Mystalio, Kameni. Ils n'en ont pas. Ils vont vous sortir les CD des artistes de 1970. Aujourd'hui, on ne peut plus suivre ça dans un bar. C'est un peu ça là, le problème que nous avons. Et nous avons sorti un communiqué. Hier, nous étions en réunion, nous avons décidé, on va envoyer le communiqué à tous les bars. Nous ne payerons plus les droits d'auteur tant que les artistes eux-mêmes ne pourront pas s'associer pour s'entendre. Parce qu'on paye les droits d'auteur chez tel autre vient récupérer nos appareils. Et quand on vient chez c'est la SONACAM normalement qui doit payer les droits d'auteur à ses artistes. Voilà. Et quand on vient pour réclamer chez celui qu'on a payé nos droits d'auteur pour dire que bon, accompagnez-nous pour qu'on récupère nos appareils pour prouver au moins que nous on a la bonne foi de payer les droits d'auteur. Ils nous disent que non, allez là-bas les rencontrer et ils vont gérer. Nous on est perdu entre Ils viennent ramasser les appareils de... Je vous dis, ils arrivent dans un point de vente, ils ont une ordonnance de justice, ils ont 2 policiers, un policier et un gendarme dans leur car. Et ils arrivent chez vous, ils prennent les 2 baffles, l'ordinateur, les CD, parfois même les écrans. Et quand vous présentez le reçu que non, moi j'ai payé les droits d'auteur, donc j'ai le droit de jouer de la musique, ils vous disent que non, vous avez le droit de jouer de la musique, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser les œuvres piratées. Qu'est-ce que vous entendez par œuvres piratées? Et c'est piraté dans un ordinateur? Oui, ou bien dans une clé USB? Dans une clé USB ou bien dans un ordinateur. Ces mêmes artistes se baladent avec leur clé et viennent télécharger leur musique dans nos bars parce qu'ils veulent qu'on joue leur musique. C'est eux-mêmes parce que nos bars sont des plateformes de promotion de ces artistes. Mais on ne comprend pas comment. C'est encore eux-mêmes qui viennent vers nous pour commencer à nous... certains d'entre eux, c'est pas eux, parce oui, que il y a des grands artistes qui ne viendront pas vous voir, qui ne viendront pas vous demander. Petit Pays ne viendra jamais vous demander de faire sortir, de ramasser vos appareils. Salatiel, Mister Léo et tous les autres. Ben voilà, vous ils ne viendront pas vous demander de ramasser vos appareils. Ça signifie forcément que c'est des artistes qui n'ont même pas de CD sur le marché. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, quels sont les efforts fournis concrètement pour faire passer votre message? Bon, pour faire passer notre message, nous avons des plateformes et nous vous remercions également parce que vous nous avez invité ce matin pour parler de ce sujet-là. Et nous avons saisi Monsieur le Préfet et le dossier est en arbitrage au niveau du délégué départemental. On espère que ça va aller très vite parce que nous avons... Aujourd'hui, vous devez également prendre le temps de convoquer également les mairies parce que ce sont aujourd'hui qui sont, il faut le dire, les maîtres du monde. Oui, on est d'accord. On va également les saisir. Merci pour ce renseignement-là. On va saisir les maires. Parce que vous êtes sur leur territoire, donc vous devez les saisir. D'accord, nous allons le faire et nous pensons vraiment qu'il est très urgent que ces gens nous remettent nos appareils parce que ces appareils étant chez eux, c'est en souffrance et... S'ils ne les ont pas déjà vendus. Non, c'est juste vous charrier. Non, on pense quand même pas qu'ils ont pris le courage de vendre nos matériels parce qu'on a encore les factures, mais on aimerait tout simplement qu'ils nous remettent parce que la musique aujourd'hui dans un bar est un élément essentiel, mais n'est pas plus essentiel que les produits que nous vendons chez nous au quotidien. Moi, je me pose sur la question, comment est-ce que des personnes peuvent arriver dans votre bar, vous leur brandissez que vous avez votre paiement de droits d'auteur, ils ramassent quand même vos appareils avec la complicité d'un gendarme et d'un policier qui est dans leur groupe? Parce qu'ils ont une ordonnance, ils viennent exécuter une ordonnance de justice. C'est quand même très fort. C'est une plainte, c'est quoi? Je comprends pas. C'est là où je veux vraiment que vous nous éclaircissiez. Oui, c'est ce que je Si vous aviez au moins cette ordonnance, faut la photocopier, montrez-nous, et puis vous êtes à la télévision. Oui, nous allons la faire parvenir ici parce que nous avons toute la documentation, même les PV de saisie qu'ils ont fait sur le terrain. Et même les reçus des gens qui ont payé les droits d'auteur. Nous les avons dans nos bureaux. Vous comprenez un peu? Vous payez votre droit d'auteur. Je vous prends un exemple simple qui est dans notre PV, dans notre rapport que nous avons adressé. Le Lokoba est un débit de boisson situé au feu rouge Bessengue, qui a payé ses droits d'auteur pour l'exercice le 4 avril 2019, ouais. 2019, pour 1 an. Ça veut dire que ça doit arriver jusqu'au 4 avril 2020, pour les 1 an. Mais ils sont passés chez Lokoba en février, ramasser baffle, télé, ordinateur, clé USB. La somme, c'est de combien d'ailleurs? Quand il faut payer ses droits d'auteur, la somme? Les sommes varient entre les catégories de débits de boisson. Elles vont de 39 700 à 100 et poussière de 1000. Le cas de Lokoba, il est dans la catégorie de ceux qui payent 50 000. Ils ont
j'ai le reçu original dans mon bureau, que nous avons payé les droits d'auteur de 50 000 francs. Et quand nous brandissons cela aux responsables de l'Acadème, ils vous disent que non, ça c'est les histoires de la Sonacam là-bas, ça ne nous concerne pas. On ne comprend plus rien dans ce... Finalement, il y a une grosse guerre, il y a une grande guerre d'ailleurs, hein, des droits d'auteur aujourd'hui au Cameroun. Ce n'est pas aujourd'hui que ça existe, mais ça fait oui, mais s'il y a cette guerre, ce n'est pas les bars qui vont venir leur aider à résoudre la paix dans leur guerre. Puisque tout ce que le syndicat fait jusqu'à ce jour, c'est de sensibiliser les propriétaires des débits de boissons, de payer les droits d'auteur. Parce que nous savons que les artistes ne vivent que les droits d'auteur au Cameroun actuellement. On doit encourager la culture camerounaise, comme vous étiez en train de dire dans notre pays, on doit consommer camerounais. On encourage cette culture-là. Mais pendant que nous les encourageons, et nous donnons même la plateforme pour venir faire la promotion de leur musique dans nos bars, c'est encore eux qui viennent ramasser nos appareils. C'est ça où nous on est. Pour eux, aujourd'hui, les encourager justement de payer l'œuvre originale. Payer l'œuvre, ils n'en produisent plus. Ils n'ont pas de produit. Tout ce qu'un artiste fait aujourd'hui, c'est d'entrer en studio, de produire sa musique et sortir le clip le lendemain et mettre sur YouTube. C'est là où nous allons chercher leur musique. Ils n'en ont pas. Si je vous demande aujourd'hui d'aller sur le terrain, de m'apporter les CD, je vous ai dit, de Salatienne que vous avez cité, de Mistaleo, d'Avero Jazz ou de Kameni, vous n'aurez pas de CD. Vous n'aurez pas de CD. Ils vous diront, allez télécharger. Quand vous dites, envoie-moi ta musique, je vais sur peut-être pour diffuser ici, je vous dis, ils vous envoient un lien par YouTube. Ils vous envoient un lien pour télécharger la musique. Pour télécharger cette musique, votre téléphone a besoin de la connexion. Ça veut dire que vous payez. Et parfois, pour arriver, on vous dit, il faut d'abord payer telle somme pour avoir cette musique. Ça veut dire que vous avez... certaines musiques qui ne sont pas téléchargeables. Voilà. Hein. Vous avez contribué déjà au développement de la musique de cet artiste. Et en plus, nous payons encore les droits d'auteur sur place. En quoi est-ce qu'on nous piratons? Nous aimerions bien savoir. Le monde évolue, que ces artistes apprennent à évoluer tel que le monde va. Aujourd'hui, d'ici 5 ans, vous allez entrer dans un snack. Vous n'allez même plus trouver le DJ. Parce que le DJ sera assis dans un coin avec son téléphone, il fait des programmations de musique par son téléphone et ça joue dans toute la salle. Ça se fait déjà, ne vous inquiétez pas. Quels sont les appareils que vous allez saisir? C'est ça le problème. Alors, c'est aux artistes de s'arrimer à la technologie. Chez nous, on est toujours en train de tirer vers l'arrière. On va acheter les CD pour mettre dans quel appareil? Aujourd'hui, les appareils que nous utilisons, c'est le Bluetooth, c'est le Wi-Fi. Avec ça, on peut avoir la musique et je peux être ici, je fais jouer la musique dans mon point de vente à Bonamoussadi. Donc c'est un peu ça le problème que nous avons. Nous demandons tout simplement aux artistes de s'arrimer. S'ils continuent à rester à la traîne, nous n'allons plus payer les droits d'auteur. Vous êtes le président du syndicat national des exploitants des débits de boissons au Cameroun. Depuis la suspension justement des mesures barrières dues au Covid-19, quelles sont les actions que vous avez menées pour accompagner justement le gouvernement dans cette crise sanitaire? Bon, déjà, nous avons remercié le gouvernement pour la levée de ces sanctions-là. Et au niveau du syndicat, vous avez remercié le président ou bien le gouvernement publiquement? Le président, oui. et parce que c'est finalement la joie de savoir que les bars ont ouvert. Oui, c'est la joie. La majeure partie d'entre vous ont célébré. Parce que c'est un secteur d'activité qui nous permet de vivre. Oui. Si mon bar n'était pas ouvert, je ne pouvais pas avoir un taxi pour arriver à votre bureau ce matin. Donc, il faut quand même qu'on reconnaisse que c'est un secteur économique. Au niveau de la sensibilisation, nous sommes dans notre syndicat, on s'est battu pour obtenir auprès de nos partenaires, que sont les sociétés brassicoles, du liquide hydroalcoolique, des masques, des stations de lavage que nous avons distribuées à tous nos membres pour mettre devant leur point de vente en les sensibilisant pour le respect des mesures barrières et réduire aussi le nombre de places assises dans leur point de vente. On ne peut pas ignorer qu'il y a toujours des brebis galeuses qui s'en foutent de ça, mais nous faisons d'abord notre travail et le reste, ça va de la conscience de chacun qui sait que la santé avant tout. Eh ben, vous savez que depuis ces derniers temps-ci, les bars sont ouverts et c'est toujours bondé de monde. Hein. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est bondé de monde parce que le Camerounais, quand il arrive, quand vous lui dites respectons les distances comme nous sommes sur ce plateau, il dit que non, c'est mon frère, on est venus ensemble, on n'a pas de problème, si c'est la maladie, ça va nous amener ensemble. Vous, le propriétaire du bar, vous ne pouvez pas venir séparer les gens qui sont venus ensemble. Quand un couple vient dans votre bar pour s'asseoir, pour consommer, vous me avez mis deux chaises sur une table et qui dit à sa chérie, place ta chaise ici à côté, on cause mieux. Vous ne pouvez pas venir les empêcher ça. Donc, nous connaissons parfois que c'est les consommateurs eux-mêmes. Il y a également les masques. Oui, les masques, on les oublie, mais on ne peut pas boire avec un masque sur la face tout de même.
Donc, c'est la bonne excuse quand même. Oui, on ne peut pas boire avec le masque sur la bouche ou bien manger avec le masque sur la bouche. Donc, je crois que c'est un peu ça le problème. Monsieur Nana, merci d'avoir été là ce matin. Je rappelle que vous êtes président, c'est ça? Oui. Du syndicat national des exploitants des débits de boissons du Cameroun. Vous êtes Hervé Nana. Merci en tout cas d'avoir pu être là ce matin pour parler justement de ce conflit entre vous et justement les artistes camerounais qui vous font mal en tout cas dans votre affaire, dans vos business respectifs. Merci. Passez une bonne journée. On espère à la prochaine. Merci. Madame, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. N'oubliez surtout pas, la multitude qui ne se réduit pas à l'unité est confusion. L'unité qui ne dépend pas de la multitude est également tyrannie. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition de DBS Matin. Eh bien, restez sur notre chaîne. L'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous.